est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce mercredi 4 février 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. En Palestine occupée, le bilan s'élève à 71 824 martyrs et 171 608 blessés. Et au moins 23 Palestiniens tombent en martyrs dans de nouveaux bombardements à Gaza en plein cessez-le-feu. À peine ouverts, les passagers de Rafah sont aussitôt refermés. Les détails dans ce journal. Algérie Projet, l'Union internationale des chemins de fer salue l'inauguration de la ligne ferroviaire minière Garaj-Bila Tindouf-Béchar. Algérie-Chine, la coopération spatiale entre les deux pays se renforce après le lancement de 2 satellites algériens en janvier 2026. Russie, Moscou déclare n'avoir aucune raison de croire que l'Inde a revu sa position sur le pétrole. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, triste journée à Gaza, une hécatombe depuis les premières heures du jour, 23 martyrs et 38 personnes blessées. C'est le bilan macabre d'une journée sanglante qui a commencé très tôt, dès l'aube de ce mercredi en pleine phase 2 du cessez-le-feu. Point d'orgue de cette escalationniste Khan Younes compte à elle seule plus de 12 martyrs, dont 4 enfants, mais également à Toufah et la ville de Gaza. Les corps ont été transférés vers les hôpitaux de l'enclave palestinienne, alors que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 556 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1500 autres ont été blessés, tandis que les corps de 717 martyrs ont été récupérés. Selon les autorités sanitaires, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza aura donc fait 71 824 martyrs et 171 608 blessés, en majorité des enfants et des femmes, et ce depuis le 7 octobre 2023, selon le dernier bilan émis par les autorités sanitaires palestiniennes. Je vous le disais, donc pas moins de 23 Palestiniens, dont 4 enfants, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés mercredi dans des bombardements menés par l'armée de l'occupation sioniste ayant visé différentes zones de l'enclave, notamment des tentes et des maisons de déplacés et de réfugiés à l'est de la ville de Gaza et au sud de la ville de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne, a rapporté l'agence de presse Wafa. Nous avons été consternés aujourd'hui par le ciblage de notre collègue infirmier Hussein El-Simiri, tombé en martyr alors qu'il accomplissait son devoir humanitaire en transportant des blessés depuis Khan Younes. Ces attaques doivent cesser. Le droit international protège les personnels de santé et les ambulanciers. Ils ont touché une tente à côté de la mienne. Qu'est-ce qui a amené mes enfants là-bas? Sa tête avait disparu. Cette fille était mon amour. Avant, j'habitais au bord de la mer. À 12 ans, elle a emporté ma tante, mais mes enfants ont miraculeusement survécu. J'ai loué un terrain à la famille d'El Astal pour 3 millions de shekels israéliens, soit 300 shekels israéliens, soit environ 97,17 $, afin de les protéger de la mer, des vagues et du froid. 20 jours plus tard, Dieu les a sauvés. Dieu merci. Les patients palestiniens atteints de cancer dans la bande de Gaza font face à un avenir incertain. La plupart des hôpitaux spécialisés ayant été détruits ou mis hors service en raison de l'agression génocidaire sioniste ayant dévasté le territoire pendant 2 ans, ont alerté les autorités sanitaires palestiniennes. Et des patients de Gaza se dirigent vers le point de passage de Rafah, alors que l'entité sioniste a suspendu les évacuations médicales à travers la frontière. Et des personnes se sont rassemblées ce mercredi 4 février devant l'hôpital Shifa à Gaza pour rendre hommage à leurs proches après que des bombardements de chars et des frappes aériennes sionistes ont fait 23 morts.
Et c'est un espoir qui aura duré que le temps d'un mirage. À peine 48 heures après la réouverture du passage de Rafah, l'entité sioniste suspend l'évacuation des patients entre la bureaucratie sioniste et les instances internationales. Chaque partie se rejette la responsabilité, mais sur le terrain, ce sont des vies en sursis que l'on condamne à l'attente. Naïla Hamouda. À peine 48 heures, c'est le temps qu'aura donné l'espoir à Gaza. On leur avait dit de se tenir prêts. On a mobilisé les familles, les brancardiers, les derniers espoirs. Et puis, ce coup de fil sec comme une sentence. Ils ont appelé les patients et leur ont dit qu'aujourd'hui, aucun déplacement n'est prévu. Ce matin à Khan Younes, des dizaines de patients, parfois déjà installés dans les ambulances, ont dû faire demi-tour. Pour le Croissant Rouge palestinien, la fermeture du point de passage de Rafah semble comme un désastre humain. Nous étions parfaitement préparés à évacuer le 3e groupe de malades et de blessés depuis le quartier général de l'hôpital de réadaptation médicale du Croissant Rouge à Khan Younes, mais nous avons malheureusement été informés du report de cette évacuation. Dans la bande de Gaza, l'accès aux soins n'est plus seulement une urgence médicale, c'est une négociation. La bureaucratie froide du Kogat sioniste renvoie la balle. Problème de coordination avec l'OMS, disent-ils. Comme si la vie d'un enfant en urgence pouvait attendre que 2 administrations s'accordent sur le tampon d'un dossier. Cette fermeture n'est pas un incident technique, c'est l'utilisation de l'incertitude comme arme de guerre. En ouvrant Rafah pour le refermer au bout de 48 heures à peine, on crée un ascenseur émotionnel qui brise les résistances psychologiques autant que les corps. C'est le cynisme absolu de la bureaucratie de l'accès. En rejetant la faute sur l'OMS, on déshumanise le patient pour n'en faire qu'une ligne de données manquante. On demande à des mourants de justifier leur droit de ne pas mourir, tout en rendant les procédures volontairement opaques. Est-ce là le droit international? Une porte qui grince 2 jours par mois pour donner l'illusion d'une humanité, avant de se refermer sur de fausses excuses administratives. Et des Palestiniens en Cisjordanie occupés ont rendu hommage ce mercredi 4 février à un jeune homme tombé en martyr lors d'un raid sioniste dans la nuit de mardi à mercredi. J'ai rappelé Saad, mais toujours pas de réponse. Il ne répondait pas. Je n'y ai pas prêté attention car je lui avais déjà parlé. Il était censé aller chez sa tante. Un quart d'heure plus tard, mon frère m'appelle pour me dire qu'il est à l'hôpital. En chemin, j'ai appelé plusieurs personnes à l'hôpital qui m'ont confirmé sa présence et m'ont indiqué que son état n'était pas critique, qu'il s'agissait d'une blessure légère. Je suis allée à l'hôpital avec ma femme et nous avons appris qu'il était en train d'être opéré. On nous a ensuite annoncé qu'il souffrait d'une hémorragie interne, qu'ils essayaient de stopper. Nous avons été stupéfaits d'apprendre que la balle lui avait fracassé la poitrine et qu'elle avait explosé à l'intérieur. 10 minutes plus tard, on annonçait son décès après notre arrivée à l'hôpital. Hadji Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a mis l'accent lors de la clôture de la conférence des chefs de poste consulaire sur la nécessité des services consulaires à renforcer leurs liens avec la communauté algérienne établie en étranger. C'est votre responsabilité d'adopter ce choix stratégique, le choix de la modernisation de l'opération et de la performance consulaire, avec ce qu'elle compte comme rôle crucial dans l'amélioration de la qualité des services et la rationalisation des dépenses et l'amélioration accrue de la performance consulaire. Allège les charges administratives et renforce le lien de l'État avec sa communauté à l'étranger. صلة الدولة بجاليتها في الخارج. L'Union internationale des chemins de fer a salué ce mercredi l'inauguration de la ligne ferroviaire Garaj-Bilat-Tindouf-Béchar, 950 km, soulignant que la mise en service de cette importante infrastructure démontre le recours des grands acteurs industriels au rail comme élément d'une stratégie de développement global. L'UIC a ajouté que le rythme rapide qu'a connu le projet met une nouvelle fois en évidence ce qu'il est possible de réaliser lors de l'ensemble des parties prenantes, travailler efficacement ensemble autour d'une vision commune.
Et l'Algérie a lancé en ce début d'année 2 satellites à partir d'une base chinoise. L'Algérie et la Chine, pays liés par un partenariat économique d'exception et une relation politique forte, consolident la coopération dans le domaine stratégique de l'espace. Alger et Pékin renforcent leur coopération spatiale et celle-ci est suivie au plus haut niveau des deux États. Le président algérien Abdelmajid Tebboune et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé au sujet de la coopération sino-algérienne. Le président algérien a répondu au message de félicitations du président chinois suite au lancement réussi du satellite Alsat 3B mardi 31 janvier 2026. Dans sa réponse, le président Abdelmajid Tebboune exprime son immense gratitude et profonde reconnaissance à son homologue. Il met aussi en relief la profondeur des relations entre les deux nations, l'amitié solide et la coopération fructueuse qui les caractérisent. Le président algérien est pleinement convaincu que cette réalisation technologique est un jalon important dans l'édifice des relations algéro-chinoises et s'illustre dans le concret. Le président chinois avait lui exprimé ses meilleures considérations pour le peuple et le gouvernement algérien, au nom de la République populaire de Chine et du peuple chinois, se félicitant d'une coopération visant à impulser le développement socio-économique des deux pays, signalant aussi que l'Algérie est un partenaire important pour la Chine. Pour rappel, 2 satellites ont été lancés en coopération entre la Chine et l'Algérie en l'espace d'un mois, Alsat 3B le 31 janvier et Alsat 3A le 15 janvier. 2 opérations couronnées de succès qui ont confirmé une coopération spatiale algéro-chinoise qui s'inscrit dans la durée. Le premier satellite de cette longue série a été lancé en 2002. Et dans l'actualité aussi, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies avertit que l'insécurité régnant au Soudan et au Soudan du Sud est en train d'accentuer la détresse de centaines de milliers de réfugiés. L'OCHA indique dans ce contexte que la plupart des familles nouvellement déplacées s'enfuient l'insécurité et la famine dans la capitale de l'État de Kalougli et dans la ville de Linking et que d'autres venaient des États du Kordofan Ouest et du Kordofan Est et certaines via le Soudan du Sud après le long et dangereux voyage. Le Programme alimentaire mondial a annoncé ce mercredi avoir suspendu ses activités dans une partie du nord du Soudan du Sud après l'attaque et le pillage d'un convoi transportant 1500 tonnes d'aide. Le PAM a déclaré avoir été attaqué la semaine dernière dans l'état voisin du Haut-Nil. La cargaison qui comprenait également des articles non alimentaire a été pillée pendant la nuit. Les attaques contre les travailleurs humanitaires ne sont jamais acceptables, a souligné le PAM. Et au Zimbabwe, au moins 118 personnes ont perdu la vie et 61 autres ont été blessées après les fortes pluies ayant frappé le pays depuis le début de la saison, a annoncé mardi le département de la protection civile du pays. Les principales autoroutes et routes des zones urbaines et rurales ont été gravement touchées, certaines étant impraticables et nécessitant des réparations. La saison des pluies au Zimbabwe s'étend généralement d'octobre à mars, causant de fortes intempéries et des tempêtes occasionnelles. Et des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu mardi sur une route d'Afrique du Sud sur un véhicule transportant des ressortissants du Lesotho, tuant au moins 6 personnes et en blessant plus d'une douzaine d'autres, a indiqué la police. Les assaillants ont tiré sans raison apparente sur le minibus alors qu'il se dirigeait vers le Lesotho, a-t-il déclaré. Tous les passagers, dont 18 ont été hospitalisés, sont des ressortissants du Lesotho, a précisé le responsable policier. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté mardi un texte budgétaire pour mettre fin à plus de 3 jours de paralysie d'une partie de l'administration fédérale. Dans le reste de l'actualité, des troupes allemandes ont pris le commandement des forces de l'OTAN en Lituanie mercredi 4 février alors que l'Alliance renforce sa présence dans les pays limitrophes de la Russie. Les agresseurs militaires ne sont pas dissuadés par la seule bonne volonté, mais par la force, par la puissance militaire.
La Russie utilise la force militaire depuis de nombreuses années. Nous avons constaté ce renforcement systématique de ses capacités et conscients de cette réalité. Nous devons tout mettre en œuvre pour que le recours à la force ne devienne jamais une option viable. C'était un signal fort. Nous sommes venus ici en amis. Nous affirmons notre présence sur le flanc nord-est. Cette date est historique. Je pense que nous nous souviendrons de ce jour et je tiens à souligner que les soldats allemands sont ici volontairement. C'est une décision libre. Ils ont pris cette décision. Plus de 1800 soldats sont actuellement déployés ici. Et nous sommes non seulement sur la bonne voie, mais en bonne voie. Je suis convaincu que la brigade sera pleinement déployée d'ici 2 ans. C'est un signal fort de dissuasion et d'unité européenne. Et le président russe Vladimir Poutine a accepté une invitation du président chinois Xi Jinping à se rendre en Chine au cours du premier semestre de cette année, après que les deux dirigeants se sont entretenus mercredi par visioconférence, selon le Kremlin. Les dirigeants ont passé en revue l'année écoulée dans une atmosphère amicale et de confiance et ont tenu des discussions approfondies sur les projets de développement de relations russo-chinoises pour l'année à venir. Ils ont également abordé des questions internationales majeures, notamment dans le contexte actuel de la situation dangereuse et troublée dans de nombreuses régions. Le président chinois a exprimé son soutien aux pourparlers de sécurité menés à Abu Dhabi par le groupe de travail trilatéral. Notre président a partagé ses dernières analyses des efforts déployés pour parvenir à un règlement pacifique du conflit en Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mercredi 4 février qu'il n'avait aucune raison de croire que l'Inde avait revu sa position sur les importations de pétrole russe sur l'accord commercial conclu par New Delhi avec les États-Unis. Lors d'un point de presse, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que le commerce pétrolier était bénéfique aux deux pays et contribuait au maintien de la stabilité sur le marché international de l'énergie. La position de l'Inde est bien connue. Les dirigeants indiens l'ont indiqué à maintes reprises, tant publiquement que lors d'entretiens avec leurs homologues russes en matière de coopération économique étrangère. New Delhi est guidé exclusivement par ses intérêts et prend des décisions souveraines fondées sur la faisabilité commerciale. Nous n'avons aucune raison de croire que nos amis indiens aient revu leur position. Nous restons convaincus que les achats d'hydrocarbures russes par l'Inde sont bénéfiques aux deux pays et contribuent au maintien de la stabilité du marché international de l'énergie. Nous sommes prêts à poursuivre une étroite coopération dans ce domaine avec nos partenaires indiens. En Grèce, 14 migrants ont été tués mardi soir, dont la collision de leur embarcation avec un bateau des gardes-côtes au large de l'île de Chios, a annoncé une responsable de la police portuaire grecque. Direction l'Espagne à présent, plus de 3000 personnes ont été évacuées par précaution dans le sud du pays où la plupart des écoles resteront fermées en raison des pluies exceptionnelles attendues mercredi, ont annoncé les services de secours. Une partie du sud de l'Espagne et plusieurs régions du Portugal sont en état d'alerte en raison des fortes précipitations. Les autorités craignent d'importants dégâts. En Slovaquie, un élève a tiré avec une arme à air comprimé sur ses camarades de classe dans une école ce mercredi, blessant 2 élèves. Le porte-parole de la police, Petra Klenkov, a déclaré que les écoliers blessés avaient reçu des soins médicaux immédiats sur place et qu'ils étaient hors de danger et qu'une enquête sur l'incident était en cours. D'après les éléments établis jusqu'à présent, un élève a tiré avec une réplique d'arme en air comprimé sur ses camarades. 2 élèves ont reçu des soins immédiats sur place. Heureusement, leurs jours ne sont pas en danger. Une enquête est en cours sur les lieux afin de déterminer si l'acte était intentionnel.
C'était le chaos, le stress. J'ai immédiatement sauté du lit pour aller chercher mes frères. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. On n'entendait rien. Le directeur a calmé la situation, évidemment. Les parents étaient sous le choc. Ils sont allés chercher leurs enfants. Je suis allé chercher mes frères. J'avais très peur. C'est terrible de l'entendre, ça, en Amérique. Mais on s'y habitue. Mais bon, il y a aussi eu un accident dans l'est de la Slovaquie. Je n'aurais jamais cru qu'on aurait à gérer une chose pareille, ni même qu'on y serait confronté ici. En réalité, le tir visait des garçons qui ne posent absolument aucun problème. Et je dois dire que l'élève qui a tiré, lui, est problématique. Nous gérons ce cas depuis longtemps. Nous avons également collaboré avec le Centre de conseil de prévention et Curatela. J'ignore la raison, je ne comprends pas pourquoi il a réagi ainsi. Quelques mots presque intimes et une promesse troublante, celle d'un ami toujours disponible. Derrière ces affiches, un collier connecté à l'intelligence artificielle présenté comme un compagnon émotionnel, un objectif qui interroge notre rapport à la technologie et jusqu'où l'intelligence artificielle est en train de s'immiscer dans notre quotidien. Iman Merat. Dans les couloirs du métro parisien, une campagne publicitaire intrigue, dérange parfois. Quelques phrases simples, presque intimes. Je serai toujours là pour toi, je ne te jugerai jamais. Pas de visage, pas de produit clairement identifiable, juste un nom, friend.com. Derrière cette campagne plutôt minimaliste, un objet bien réel, un collier connecté, doté d'intelligence artificielle, présenté comme un compagnon émotionnel. Concrètement, il s'agit d'un pendentif porté autour du cou, un objet discret mais toujours actif. Grâce à un micro intégré, l'appareil capte l'environnement sonore de son utilisateur, il analyse, interprète, puis interagit via une application mobile. Un mot, un silence, un moment de solitude, l'intelligence artificielle est censée réagir, soutenir, répondre, être là. L'IA est toujours présente, mais ce collier connecté s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large. L'intelligence artificielle est déjà omniprésente dans notre quotidien, assistants vocaux, recommandations sur les réseaux sociaux, GPS, services clients automatisés, outils de travail, voire soutien psychologique via des chatbots. Mais peu à peu, l'IA ne se contente plus d'organiser nos tâches, elle s'immisce dans nos décisions, nos émotions, nos relations, nos vies. Avec friend.com, un cap supplémentaire semble franchi. Pour la première fois, l'intelligence artificielle ne se présente plus comme un outil, mais comme une présence affective, un substitut potentiel à l'amitié humaine. Pour ses concepteurs, l'objectif escompté est clair, lutter contre la solitude et offrir une présence rassurante, personnalisée, impartiale. Mais très vite, le malaise s'installe, car ce friend n'est ni humain ni neutre. Des experts alertent sur le risque d'une dépendance émotionnelle accrue, surtout chez les personnes les plus vulnérables, notamment les plus jeunes. L'idée qu'un objet connecté puisse répondre à nos émotions, sans contradiction ni distance, interroge profondément nos rapports aux autres. Dans un contexte où les données personnelles sont déjà massivement collectées, cette intimité captée soulève de lourdes questions éthiques. Sur les réseaux sociaux, cette campagne publicitaire divise, alors que certains saluent une innovation technologique audacieuse, d'autres dénoncent une technologie intrusive exploitant la solitude comme argument marketing. Cette polémique n'est pas une première. À New York, une campagne similaire avait déjà provoqué de vives réactions, allant jusqu'à la dégradation des affiches. Au fond, friend.com cristallise un débat bien plus large. Jusqu'où l'intelligence artificielle doit-elle entrer dans nos vies? Et à partir de quand cesse-t-elle de nous assister, pour commencer à nous remplacer? Dans le métro parisien, entre deux correspondances, la question est désormais posée et elle dépasse largement un simple collier connecté.
Sport football, avant de clôturer ce journal, l'attaquant français Karim Benzema a dit non à une prolongation avec Al-Ittihad et oui, Al-Hilal. Le Ballon d'Or 2021 s'est engagé avec Al-Hilal pour une durée d'1 an et demi dans le cadre d'un transfert gratuit. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News et à demain. Tout de suite, retrouvez Leïla Gertal pour votre émission Nishki International.